suis mathématicien, je passais par hasard, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. C'est vrai. Hein. Et je me dis, ça va peut-être être intéressant, et effectivement, je suis effaré, parce que je découvre complètement tout ça, bien que j'ai publié déjà des articles, j'ai lu des articles, et je découvre que le monde de l'édition scientifique, c'est pas un monde si idyllique qu'on pourrait le penser. Et ce que je peux souhaiter maintenant, c'est que mes collègues découvrent ça. Donc, est-ce qu'il y a une façon de diffuser cette information dans le monde des chercheurs? En 2013, ils se sont fait 7 milliards d'argent, dont 2 milliards de bénéfices. Or, je ne l'avais plus, et donc je suis allé chercher sur le web mon propre article, et je me suis vu confronté à la demande de payer 50 € pour avoir cet article. J'ai trouvé que c'était un peu fort, donc j'ai demandé au bibliothécaire s'il pouvait l'obtenir pour moi. Il a dit aucun problème, je vais demander à Elsevier. Elsevier a dit mais aucun problème, on vous fournit les back copies jusqu'en 1900, non seulement du périodique dans lequel l'article qui vous intéresse est publié, mais on vous donne encore 6 autres abonnements dans le prix. Tout ça, ça coûte la modique somme de 10 000 €. 10 000 pour avoir un article qui n'a que 6 pages. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Et ils font ça comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Alors, ce qui est triste, c'est que le bibliothécaire, 3 semaines plus tard, j'ai dit, écoutez, ça c'est absolument ridicule, négocier. Alors, il revient très fier 3 semaines plus tard en disant, j'ai négocié, j'ai payé 8 000. Les banques, là on est en 2002, ils avaient découvert la poule aux œufs d'or. Ils expliquaient aux gens qui voulaient investir de l'argent que ce qui rapportait le plus d'argent, c'était d'investir dans la publication scientifique. Regardez, ils sont complètement idiots. Ils travaillent gratuitement, ils sont référés gratuitement, ils font tout le peer reviewing gratuitement, et puis quand l'article est accepté, ils donnent leurs droits d'auteur. Les éditeurs classiques qui ont sauté sur l'occasion de l'open access et qui se sont dit « Ah, c'est cool et tout, on va faire pareil. On va proposer l'occasion aux auteurs de choisir s'ils veulent publier en open access. » Donc là, tu cliques sur « Je veux publier en open access » et là, ils te disent « Très bien, c'est 3 000 €. » Et ensuite, comme pas tous les articles sont en open access, il faut quand même que les universités s'abonnent au journal. Et donc elles continuent de payer derrière. Voilà. Donc c'est bien, l'article lui il est disponible gratuitement, mais par contre on paye juste une fois de plus. Donc à la place de 3 fois, on paye 4 fois. On pourra imaginer 5, 6, pourquoi pas. Donc, je pense que si ce même article était soumis aujourd'hui au même journal, il dirait non, c'est trop visionnaire, ça ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs, beaucoup de mes articles sont refusés et je pense toujours à ça. D'un article dans Science qui date d'il y a quelques mois, 6 mois, quelque chose comme ça, où quelqu'un a écrit un article bidon qu'il a envoyé à plein de revues. Mais curieusement, il les a envoyés que à des revues en open access. Et après, ces revues, il y a, je sais pas, on va dire, un certain nombre de revues open access ont accepté l'article archi-bidon. Et donc après, naturellement, il a écrit un article dans Science pour dire, regardez, l'open access, c'est n'importe quoi. Mais il n'a pas eu le courage d'envoyer ça à des revues classiques qui ne sont pas open access, où cet article serait passé tout autant. Pas dire, écoutez, j'en ai pas besoin de ces fameux Science et Nature, parce qu'eux, ils en ont besoin, et si je les en prive, ça va nuire à leur carrière. Donc là, on est coincé par le fait que vous, enfin les jeunes en général, ont besoin de papier dans des journaux, dans des périodiques cotés et connus, afin de commencer une bonne carrière. Et vous avez publié dans Science, donc vous êtes bon, donc on vous donne de l'argent. Mais ce n'est pas eux qui ont établi les critères de qualité, c'est Science qui décide ce qui est sexy et ce qui ne l'est pas. Et vous voyez ici, pour être complet, M. Einstein, que vous connaissez probablement, qui a un facteur H de 4. Moi-même, quelque part, je dois être dans la liste pas loin de 50, donc c'est quand même agréable pour moi de savoir que je suis 60 fois mieux placé, ou plus que ça, qu'Albert Einstein. Je vous raconte ça sans rire, parce que tout cela signifie que ce facteur H est une aberration totale, une idiotie, une connerie. J'hésite à dire ça trop fort devant un microphone, mais c'est vraiment absolument incroyable que l'on ose classer des gens. Et ça a des conséquences dramatiques
puisque en France, comme en Europe, comme en Angleterre, comme ailleurs, on a tendance à confier des crédits de recherche à ceux qui sont bien classés dans ce palmarès. On trouve votre article très très facilement, où que vous le mettiez. Donc moi je le mets sur mon propre site web et il est trouvable sans aucun problème par Google Scholar. Alors mais quel est le problème que j'ai? C'est que moi je mets la version publiée. C'est enregistré, hein. Or j'ai signé un copyright agreement, donc je suis en faute par rapport à la loi. Alors, et en signant le copyright agreement, je donne la possession légale de mon travail, parce qu'un article, qu'est-ce que c'est? C'est du texte, bon, souvent des équations, des figures qui peuvent être des simulations numériques qui ont coûté très cher, et des tables de données. Eh bien, quand vous signez le copyright agreement, vous donnez la possession légale de tout ça. Par contre, systématiquement, mettez votre article sur un site web, tout de suite. Alors, la version que vous voulez, si vous mettez la version publiée, vous courez le risque que je vous ai expliqué, mettez la version juste avant publication. Et... Par exemple, l'université qui va dire, écoutez, moi, tout ce que je finance, ça doit être en open access, c'est moi qui garde le copyright et c'est sous une licence Creative Commons. Donc, de toute façon, si c'est pas publié dans une revue open access, ça sera disponible sur le openaccess.monuniversité.edu, par exemple. Donc il y a pas mal d'universités qui font ça, j'en listerai quelques-unes tout à l'heure. Donc il y a le MIT, toutes les universités de Californie, Columbia, Harvard, qui sont tous mis à l'open access de manière forcée en fait pour leurs chercheurs. Et ça se passe très bien en fait. En pratique, les éditeurs ont autant besoin des articles que les chercheurs ont besoin. Bon, ils en ont plus besoin en fait, mais surtout du coup les éditeurs ont besoin des articles des chercheurs. Quand l'université de Californie dit l'article il est sous licence Creative Commons et il est en open access, Elsevier ils disent ah bien d'accord. Comme on nous finance des centres de calcul, on doit nous financer des plateformes qui nous feront la mise en ligne des articles. Et ça aura plein d'avantages. Le jour où on aura ces plateformes, on pourra faire des innovations. Et une innovation, c'est de faire du open peer reviewing. C'est-à-dire que le peer reviewing sera fait collectivement sous la responsabilité et le contrôle du comité éditorial, mais au lieu que ce soit les éditeurs qui aillent chercher des référies, on laissera l'article en open access et on laissera des référies se proposer. Et j'ai même la personne responsable, celui qui a fait Google Scholar, je le testais un peu pour lui demander mais quelles sont les bonnes plateformes qui existent actuellement au monde, celles qu'on aimerait bien faire, et il m'a d'abord cité Cielo, qui est la référence où c'est les Brésiliens, l'État de São Paulo, donc sur de l'argent public, le Brésil a mis au point et payé un service à ses éditeurs et à ses chercheurs surtout, qui s'appelle Cielo, où la publication est gratuite, en ligne, open, etc. Et il m'a aussi cité très vite revue.org. Il m'a dit revue.org. Voilà. On dépense quand même plus d'1 million d'euros par an pour distribuer de l'argent aux actionnaires des maisons d'édition. Très bien que l'école normale signe la déclaration de Berlin. Ça obligera à quoi? La déclaration de Berlin, c'est une question de principe en disant que l'école normale encourage et par principe la publication en open access. Allez la lire, elle est sur mon site. C'est pas contraignant. Mais justement, tu ne peux pas faire une chose contraignante. L'université d'Harvard, c'est même pas vraiment contraignant, parce qu'un académique, il a toujours le droit de faire ce qu'il veut. Mais l'université d'Harvard, je connais assez les détails, parce que je connais bien par exemple Robert Darnton, qui est le bibliothécaire d'Harvard, et il m'a expliqué que ça a été très bien fait. C'est le collège des chercheurs qui, ça porte un nom, j'ai oublié, qui dirige Harvard, qui se sont réunis et qui ont voté qu'ils étaient favorables à cette obligation. Mais tu vois, c'est les représentants académiques qui prennent la décision. Mais à l'ENS, les chercheurs, ils sont certainement favorables à une telle décision. Non, pas du tout. Parce que ce qu'il faut que tu saches aussi, et ça c'est un peu complexe, c'est que les publishers qui ont énormément d'argent pour faire du lobbying, ils font un lobbying fantastique. L'ENS ouvre un portail sur HAL, comme l'école des mines, comme le CNRS, comme l'INRIA. Il vient d'y avoir une négociation nationale concernant les abonnements Elsevier et que c'est le ministère qui a imposé le fait qu'il y ait une licence nationale pour l'ensemble des revues d'Elsevier, payée par le ministère, mais de fait quand même payée par les universités par ricochet,
et que ces universités n'ont quasiment pas eu leur mot à dire dans cette négociation. Donc se sont trouvés fonctionnés après de ce montant-là pour... et ça date de cette année? Ça date de quelques mois. La signature n'est pas encore faite, mais la négociation est terminée. C'est en cours. Et ils sont engagés pour 5 ans. Tout le système est en train de s'effondrer. Donc il y a une négociation pour maintenir des tarifs intéressants avec des augmentations assez faibles, mais sur 5 ans, alors que le modèle est en train de se casser la figure.